bienvenue à ce webinaire sur la migration Sapana réalisée chez Bastide. On va prendre juste une seconde pour se présenter autour de la table. Il y a tout d'abord moi-même. Je suis Alexandre Didian, je suis un des associés de Progress Management, en l'occurrence en charge de l'agence de Lyon. Et je suis consultant fonctionnel SAP pour les aspects logistique et intégration finance depuis une vingtaine d'années. Stéphane. Voilà, Stéphane Klavzinski, manager technique chez PM, Progress Management depuis 12 ans. Je fais du SAP depuis 20 ans et j'ai participé à la migration Sapana sur le projet Bastide de conformité médicale. Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Romieux, je suis le responsable informatique du groupe Bastide. Et Philippe. Bonjour, Philippe Hans, IBM, en charge du business développement autour de la plateforme Power. Merci. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre le temps de vous redérouler, vous expliquer en fait le projet de migration sur Sapana du groupe Bastide. En termes d'agenda, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est rapidement une présentation de PM, Progress Management, une présentation de Bastide, le confort médical, c'est pour que vous sachiez exactement dans quel contexte on se situe. Et puis, on passera plus de temps, bien entendu, sur le projet de migration, comment est-ce qu'il s'est déroulé, comment est-ce qu'on l'a construit. Philippe nous fera un focus sur l'architecture retenue, une conclusion en quelques minutes, et bien entendu, on se laissera un petit peu de temps pour des questions-réponses. Alors, PM, en quelques mots, donc PM, c'est l'acronyme de Progress Management. On est une société de conseil qui se focus exclusivement sur des projets de réorganisation et de refonte de processus avec des solutions SAP. Donc, en langage commun, on dit qu'on est pure player SAP. On est 140 consultants. Quand on dit 140 consultants, c'est 140 consultants fonctionnels. On a une dizaine de développeurs et on a une équipe technique qui prend typiquement en charge des projets d'upgrade ou d'assistance à nos clients sur la partie architecture. On fait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a deux secteurs d'excellence. Un secteur qui est la distribution, centré sur ce qu'on appelle l'IS Retail historiquement de SAP, et un secteur qui est l'industrie, où dans l'industrie, on a même un genre de beauté très particulier qui est plutôt l'industrie agroalimentaire. On a des bureaux qui sont répartis à Paris, Lyon, Toulouse et Singapour. Donc, ce que je disais tout à l'heure, moi je suis le responsable de l'agence de Lyon, on a une vingtaine de personnes à Lyon. Le gros des troupes est à Paris, on a 2 personnes à Toulouse et à Singapour, on a une équipe de 5 personnes qui accompagnent nos clients sur la plaque asiatique. On est partenaire, donc DVA SAP, distributeur à valeur ajoutée depuis 25 ans, ce qui nous permet de vendre des licences dans le mid-market. On est certifié Gold Partner, voilà. Et le dernier point, c'est qu'on fait 70% de nos projets à dimension internationale. C'est essentiellement de l'accompagnement de nos clients, en général français, sur leurs projets de déploiement à l'étranger. Quelques références. Aujourd'hui, on est un des acteurs incontournables de l'écosystème SAP dans l'industrie agroalimentaire. On a réalisé les premières mises en œuvre de l'ERP SAP en 97 avec un groupe qui s'appelait Cadbury à l'époque, qui était plutôt dans le chocolat. On a beaucoup travaillé dans ce monde-là. Nous avons une solution dite préconfigurée qui s'appelle Express Agro, qui est certifiée chaque année par SAP. Là, qui est en cours de certification sur la nouvelle version de SAP, ce sera fait au mois de novembre. On a réalisé une quarantaine de projets dans l'industrie agroalimentaire et on a aujourd'hui une centaine de consultants qui sont dits dédiés au secteur de l'agroalimentaire, avec un certain nombre qui sont aussi, on va dire, bilingues, dont je fais partie, par exemple, qui sont à la fois capables d'intervenir dans le retail et dans l'agroalimentaire. La solution Express Agro qu'on met en œuvre, c'est une solution qu'on a mis en place chez des clients plutôt PME, qui faisaient une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à des grands groupes qui font 1,5 milliard. Et c'est bien entendu le même SAP, avec des processus plus ou moins riches en fonction des contextes.
Aujourd'hui, cette solution Express Agro, elle a l'avantage en fait d'avoir déjà une logique de paramétrage qui permet de travailler sur les problématiques de l'agro, l'EDI, toute la gestion des rémunérations différées, la gestion des poids variables, etc., etc. C'est des sujets qu'on a déjà traités chez nombreux de nos clients. On en a mis en bas 4 ou 5. Ce qu'il faut retenir et qui est intéressant, c'est que Savencia, c'est un ex-groupe Bongrain, plusieurs systèmes SAP, un système fromage, un système dit chocolat ou sucré. Aujourd'hui, plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, 20 sociétés dans le système, donc un très gros système agro. Le groupe Materne, c'est intéressant parce que c'est le premier système S4HANA qu'on a mis en place chez PM. Contexte PME, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rémi Cointreau, je l'ai mis ici et je le mets en avant parce qu'en fait, c'est notre première migration S4HANA. Pour ceux qui connaissent les termes SAP, c'est une migration Bluefield ou Innovative Scénario. Saint-Michel, autre projet S4HANA, live en version 19.09 depuis le mois de janvier. Ça, c'est l'agroalimentaire. Et puis, notre autre genre de beauté, j'ai pas mis Bastide là, mais ils sont bien entendu dans cette partie-là. C'est SAP Retail. On a fait la première mise en œuvre en France chez SAP Retail. En fait, c'était chez Habitat. On travaille sur toute la partie post-DM, donc remontée des tickets, qui s'appelle maintenant CAR, Customer Activity Repository. Et on a développé essentiellement avec nos clients du retail un ensemble d'autres offres cloud, on en parlera tout à l'heure un peu plus longuement, sur ce qu'on peut faire chez Bastide. Dans le retail, c'est là où on croise nos plus gros sujets, volumétrie et performance. Donc là, on a mis quelques exemples. Intersport, sur lesquels on a fait la migration sur Sapana. Entre autres, c'est ce qui a permis de faire passer le calcul de réassort de 12 heures à 12 minutes. On travaille chez Picard, où on a fait tout le projet de mise en œuvre sur ANA. Et on travaille chez Cdiscount, qui est un projet de mise en œuvre S4HANA, qui est live sur la partie, bien entendu, back-office du point de vente. On travaille également à la Scamarc. La Scamarc, migration S4HANA en cours sur un projet qui est aussi Innovative Scénario ou Bluefield, pour employer le terme consacré des SAP. Dernier point qui concerne PM, on a une activité maintenant, c'est support, sur lequel on intervient chez de nombreux clients. J'en ai mis ici un certain nombre de références. Je ne vais pas les citer toutes. Pour retenir, c'est que c'est vraiment une moitié orientée agroalimentaire et l'autre moitié orientée distribution avec point de vente ou sans point de vente, ce qui est typiquement le cas de Bastide. Le cas de Bastide ayant quelques particularités, mais on les évoquera tout à l'heure. Voilà, pour PM, je m'arrête ici et je vais passer la parole à Emmanuel pour nous présenter Bastide en quelques mots et la société avec laquelle on a travaillé sur ce projet. Emmanuel ? Oui, alors en quelques mots, Bastide, le confort médical, est spécialisé dans la prestation de soins à domicile et de vente de matériel auprès des personnes âgées, malades, handicapées et professionnelles. Nous employons à peu près 2500 personnes pour un chiffre d'affaires de 335 millions d'euros sur l'exercice dernier. Alors rapidement, Bastide, c'est 140 agences en France, dont 98 franchisés. 2 entrepôts logistiques, un dans le nord et un dans le sud, et des pôles techniques répartis un peu partout pour répondre aux besoins, et des filiales en France et en Europe. J'en ai mis quelques-unes: Belgique, Royaume-Uni, Suisse et Espagne. Alors là, c'est un petit chiffre clé, le chiffre d'affaires par famille de produits et services répartis. Donc, maintien à domicile, le MAD, c'est 60%, donc c'est ce qui représente l'ensemble des magasins. Nutrition et perfusion et diabète, 20%, et l'assistance respiratoire, 20% également. Donc, c'est la mise à disposition de soins à domicile et de matériel pour nos patients. Et le chiffre d'affaires
se répartit à peu près moitié-moitié. Pour le MAD, le consomable, c'est 50%, et les prestations de services et de location, pareil, 50% à peu près. Voilà, donc sur ce qui est Bastide actuellement. Ok, merci Emmanuel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous présenter le projet de migration, de sa genèse en fait à sa réalisation, pour que vous saisissiez bien en fait les questions qu'on s'est posées, les sujets qu'on a eu à traiter pendant ce projet. Donc, on fait un peu d'archéologie parce qu'on parle de 2017. C'est en 2017 qu'on a été approché par le groupe Bastide, qui cherchait des partenaires pour faire évoluer son système d'information. Sachant que la solution qu'ils avaient était une solution centrée autour des SAP, qui avait été déployée en 2000. Donc, elle n'était pas de première jeunesse. Je vais laisser peut-être Stéphane nous expliquer exactement dans quelle situation technique on était au moment où on a rencontré Bastide. Alors, la situation technique était assez commune, hein, à savoir que l'infrastructure commençait à être vieillissante et obsolète, et entraînait de forts ralentissements sur les environnements de production. Donc, il a fallu assez rapidement faire un audit de l'infrastructure en place pour imaginer le scénario de mise en œuvre d'une nouvelle infrastructure et le scénario de migration vers ANA. L'infrastructure était assez classique, comme je le disais, des environnements physiques pour les bases de données sur Oracle, un environnement R3 EHP5 non Unicode, donc il a fallu migrer Unicode, un paysage de 3 systèmes, développement, recettes et production. Les bases de données en Oracle 11 ont nécessité également des upgrades pour pouvoir supporter cette scénario de migration. La base de données était assez conséquente. Avant archivage, nous avions une volumétrie en production de 1 Tera4. Et qui plus est, un environnement SAP Fiori qui commençait également à souffrir de problèmes de performance et de support. Alors, je vais reprendre la main en fait sur les autres points. Le premier sujet qu'il faut bien avoir en tête, c'était que la solution qui a été mise en œuvre en 2000 chez Bastide, c'est pas une solution SAP Retail. Pourtant, quand Emmanuel a présenté tout à l'heure Bastide, il a bien parlé d'un certain nombre de points de vente. Mais à l'époque, c'est pas le choix qui avait été fait d'activer SAP Retail. Par contre, ça a été au cours du projet une des grandes questions. Que faut-il faire? Faut-il mettre en place SAP Retail ou pas? Et je détaillerai tout à l'heure pourquoi. Mais en tout cas, c'est un élément de contexte qui est important, SAP Retail ou pas SAP Retail. Le deuxième point, c'était en termes de structuration du service interne. Chez Bastide, en fait, il y avait 2 personnes, on va dire, orientées développement sur des technos comme l'ABAP, des bonnes connaissances BO, et une personne qui fait l'hébergement et l'administration. Donc, on va dire que c'était une petite équipe interne pour piloter quand même un système qui fait donc 1 Tera4 avec 400 utilisateurs et des utilisateurs qui sont répartis géographiquement un peu partout en raison des points de vente. Stéphane, je vais reprendre la main. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le précédent slide, hein, une architecture SAP vieillissante, avec de fortes contraintes en termes de performance. Problème de réorganisation de bases de données, problème de performance sur l'ensemble des états de reporting, mais pas uniquement, hein, sur des phases de pic d'activité. On avait des temps de réponse de bases de données qui étaient très, très lents, hein. C'était problématique. Et des problèmes de stabilité et de disponibilité pour les utilisateurs en point de vente. Comme on l'évoquait, la couche logicielle était obsolète, et effectivement, la migration vers un environnement Unicode s'imposait pour pouvoir supporter la base de données future ANA. Donc, ce qui a nécessité effectivement un upgrade des composants de base de SAP ERP6. On peut peut-être avancer. Oui.
Alors, quand la DSI de Bastide nous a contactés, ils se sont immédiatement mis dans une logique qui était de dire on est dans un projet de refonte de solutions, mais qui n'est pas un projet court-termiste, qui est un projet qui va durer 5 ans ou plus. Mais en tout cas, on a une volonté d'afficher des quick wins et de montrer à nos utilisateurs qu'on fait évoluer le système et qu'on répond à leurs problématiques. Et les problématiques du quotidien en 2017, c'était réellement des sujets de performance, des sujets d'utilisation. Que la DSI Bastide avait donc comme feuille de route, c'était de renouveler son architecture et avec en cible, et c'est ça qui est important de bien saisir, c'est que la cible, elle a été définie assez vite sur une logique qui est de dire on va aller sur une solution qui soit in-memory et qui soit fondée sur du S4HANA. Donc ça, c'est la cible. En parallèle, il fallait montrer assez vite des résultats. Et les résultats, l'idée générale, ça a été de se baser sur du Fiori. Donc en utilisant le Launchpad Fiori, mais pas forcément avec du S4. Donc la quadrature du cercle qu'il nous fallait résoudre, c'était la suivante. On a des problèmes de performance, on a un système qui est ultra vieillissant, qui est en Unicode. On veut afficher des quick wins et on a une cible qui est S4HANA. Donc ça a été là qu'on s'est posé un certain nombre de questions pour se dire vraiment comment on y va, quelle est la trajectoire pour aller sur un S4HANA. Est-ce qu'il faut y aller directement ou est-ce qu'il faut y aller en plusieurs étapes? Et ça a été le moment crucial et capital du projet. On a présenté en fait 3 scénarios de migration. Le premier scénario, ça a été de dire, OK, on a bien compris, l'objectif, c'est d'aller vers S4HANA, bien entendu. C'est d'ailleurs même d'aller vers un S4HANA Retail, puisqu'en fait, dans Retail, on bénéficiera de fonctionnalités dont Bastide a besoin. En revanche, les problématiques au quotidien des utilisateurs aujourd'hui, c'est la performance, c'est le fait d'avoir une meilleure expérience utilisateur en point de vente, mais ce sont des petites choses, ou alors il fallait casser tout le système. Donc entre les deux, on a pris le temps de chiffrer les scénarios, on a pris le temps de les mettre dans un planning, et le scénario qu'on a retenu, c'est celui qu'on a mis en haut ici, encadré en rouge, c'est le scénario de migration d'abord en restant sur un SAP on-HANA, de ne pas aller directement dans S4. Alors la question qu'on s'est souvent posée, qu'on peut se poser aujourd'hui avec le recul, c'est est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'on le voit aujourd'hui toujours de la même manière? Et oui, on confirme aujourd'hui cette approche. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'était que on était en 2017. Donc S4HANA, c'était la 1609. Là, on attend tous, elle va s'appeler 2020 maintenant, la nouvelle version qui va sortir. Mais, on avait une courbe d'expérience sur S4HANA qui était encore faible. Aujourd'hui, on en voit beaucoup plus les apports, entre autres sur la partie fonctionnelle. À l'époque, on les voyait un petit peu moins. Notre courbe d'expérience à nous, PM, elle était moins importante sur les projets de migration. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, pour réussir à atteindre des quick wins, régler les problèmes de performance, ce qu'il nous faut, c'est migrer sur un SAP on-HANA. Par contre, il y avait une contrainte très, très forte, c'était que l'architecture mise en place, elle devrait pouvoir évoluer derrière sur un projet qui serait de faire du S4HANA Retail. Voilà, c'est ça toute la genèse du projet. Et donc, ce projet, il est loin d'être fini, puisque aujourd'hui, on a fait la première phase, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a d'autres phases à mener. En tout cas, à l'époque, c'est sur base de ces conclusions qu'on a décidé que la DSI Bastide a lancé l'acquisition d'une nouvelle infra. Peut-être Stéphane, je vais te laisser détailler un peu comment ça s'est passé. Oui, tout à fait. Comme on l'évoquait, on était sur des volumétries assez importantes, sur une base de données qui souffrait de ralentissement. Donc le premier projet ou la première réflexion a été de réfléchir sur un possible archivage de ces éléments de volumétrie. Un Tera 4 à migrer, évidemment, c'est tout de même important. Donc on a lancé avec l'équipe Bastide en fait une campagne d'archivage
pour obtenir une rétention d'informations à 5 ans. Ce qui nous a permis en fait d'affiner le sizing de la plateforme technique à l'aide donc des éléments habituels proposés par SAP que sont les reports de sizing. Le tout ayant été pondéré effectivement parce que le système n'était pas Unicode, donc il a fallu prendre également en compte la migration Unicode. Le tout nous a permis effectivement de valider une volumétrie cible en imaginant ce que serait Bastide à un horizon de 5 ans, avec la possibilité de migrer cette SOH, SAP Business Suite on HANA, sur une version S4 à 5 ans. Donc c'est un exercice qui est loin d'être évident, mais avec l'accompagnement d'IBM, entre autres, des équipes Bastide, même des équipes métiers et le PM, on a réussi à trouver le compromis d'une plateforme scalable qui permet à terme en fait de pouvoir atteindre la cible de migration vers S4 d'ici quelques temps. Donc notre travail notre travail n'a pas uniquement consisté à effectuer ce sizing. On a bien évidemment conseillé et accompagné l'équipe Bastide sur le choix du constructeur et différents appels d'offres ont été lancés. On peut peut-être avancer, voilà. Donc, le projet, en fait, il s'est déroulé sur 6 mois. Étant donné qu'on était venu sur un projet qui était finalement peu fonctionnel, mais qui avait un objectif qui était assez technique, même si le rendu, c'est le gain de performance, mais le projet, il restait assez technique. On ne voulait pas passer trop de temps à faire ce projet. En fait, en 6 mois, on a migré l'intégralité des environnements avec le setup de l'Anabox, la première qui était en août 2017, et un go live en février 2018. Je crois que Stéphane, si tu veux compléter, le compliqué, c'était de valider la durée du downtime. Alors oui, en fait, il y a eu 3 phases. La première, c'était d'identifier le sizing final. Ensuite, optimiser les performances pour éviter justement de dépasser un week-end qui nous était accordé pour l'upgrade global de l'infrastructure, mais également toute la préparation dans le scénario. Il a fallu effectivement reconstruire le paysage complet avec les données de production pour pouvoir assurer le scénario proprement jusqu'en février 2018. Voilà. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, peut-être que c'est Emmanuel qui en parlerait le mieux, mais la migration précédente, c'était pas forcément très bien passé, et le downtime qui était accordé initialement avait été un peu explosé, si vous passez le terme. Donc en fait, il y avait une grosse contrainte sur le fait de dire si on annonce 48 heures de coupure, c'est 48 heures de coupure et pas 50. Mais ça s'est passé pour le coup très très bien. En tout cas, moi, d'un point de vue fonctionnel, j'ai peu transpiré. Ça s'est passé tout seul. Alors, sur la partie technique, en fait, on a joué deux dry runs, 2 runs à blanc, ce qui nous a permis d'optimiser sur la plateforme IBM, ce qui nous a permis d'optimiser les process et d'augmenter et de réduire le downtime pour idée. Comme ça, on a arrêté la production le vendredi à 18h et le dimanche à 14h, l'environnement complet est opérationnel et livré aux utilisateurs. Il faut imaginer un export sur l'ancienne infrastructure pour les connaisseurs, 14 heures d'export de données. Avec la nouvelle infrastructure et optimisation, on était à 6 heures d'import. Donc on a réduit de moitié les process en augmentant et en utilisant pleinement les performances de la plateforme physique. Alors, le début du projet, pour moi, il est vraiment après cette migration. Mais avant de vous présenter les conclusions, bien entendu, je vais laisser la parole à Philippe, qui va nous détailler un petit peu plus l'archi qui a été retenue. Ok. Bon, merci. Donc,
Comme l'ont dit Stéphane et Alexandre, en fait, un sujet ANA, S4ANA, c'est vraiment un sujet de transformation. Ça a été dit plusieurs fois avec des hypothèses à prendre et des options à prendre sur ce chemin de migration. Et bien entendu, il y a beaucoup d'inconnus à affronter. Il y a un taux il y a une performance à garantir à la fin de la migration, et tous ces éléments, à un moment, portent sur un élément qui s'appelle infrastructure. Donc, l'idée, c'était vraiment de poser une infrastructure qui puisse être capable d'accompagner le client et Progress Management dans toute cette transformation. Et la plateforme Power a pu le permettre grâce à différentes fonctionnalités qui lui sont propres, notamment sa capacité à pouvoir mettre à disposition des environnements, des processeurs. Donc, on a une granularité qui peut descendre jusqu'à 1/100 de cœur, faire croître les bases jusqu'à 1 giga par incrément de 1 giga, mais également à d'autres fonctionnalités comme la capacité à la demande. Donc, quand on a une zone d'incertitude et on ne sait pas trop au départ où on va, cette flexibilité permet d'ajuster en temps réel en fait la performance de l'infrastructure. Donc, de fait, cette plateforme est capable d'héberger jusqu'à 24 Tera. Donc là, on a parlé de 1,4 Tera, et 1,4 Tera en 2017, c'était beaucoup. Hein, on avait plutôt l'habitude de rencontrer des bases 2 ou 3 fois plus petites. Donc, cette plateforme donnait une évolutivité sans précédent pour pouvoir héberger des bases de données importantes, sachant que 24 Tera, par exemple, c'est un unique sur notre plateforme et c'est certifié par SAP. En plus, on a parlé de la performance, puisqu'en fait, c'était un petit peu la genèse du projet, c'est qu'il y avait aussi des problèmes de performance. Donc, la plateforme était capable de délivrer plus de 6500 SAPS par cœur, qui est également un unique. Donc aussi dans l'approche, je vais sécuriser mon planning. Si j'ai une zone d'incertitude sur la performance, si mon client demande de changer au cours de mon projet quelque chose, j'aurai le moteur qui va bien pour pouvoir assurer et délivrer la performance qu'il veut. Et surtout, on sait aussi garantir la tenue en charge de nos machines. Donc, on sait s'engager sur des taux de charge à 80% des processeurs sans dégradation de performance. Et puis, un point que je voudrais aussi ajouter et qui n'est pas des moindres, c'est la partie sécurité et résilience. Donc, grâce à différentes fonctionnalités de la machine et notamment de la virtualisation, on peut sécuriser complètement les environnements SAP et les partitions qui tournent du SAP. Et tout ça, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, au terme d'infra, il y a une économie d'échelle puisqu'on va utiliser beaucoup moins de ressources dans la machine. On va optimiser les ressources de la machine, et puis si jamais on avait besoin de ressources supplémentaires, que ça soit de façon temporaire ou définitive quand on est en production, il suffit d'activer une ou deux les ressources comme on l'entend sur la machine. Donc vraiment une flexibilité qu'apporte la plateforme. Encore une fois, la valeur du sujet, c'est la transformation. Hein, c'est Progress Management qui l'a expliqué de façon précise et claire dans son topo. L'infrastructure est là pour accompagner le projet et poser les bonnes briques et assurer une souplesse et une certaine flexibilité et donner la performance quand on en a besoin. Si tu pouvais avancer la planche suivante, Alexandre. Voilà. Donc en fait, c'est simplement un petit résumé de la valeur de l'architecture. C'est à partir du moment où on fait un quick sizer, avec la plateforme Power, on a cet effet de poupée russe et on peut croître en besoin en fonction de ses besoins. On n'est pas obligé d'acheter toute l'infrastructure au temps T0. On peut la faire croître dans le temps. Du coup, avec d'autres fonctionnalités comme la capacité à la demande, on sait s'adapter aux besoins, et quand on sera en production, on pourra le faire de la même façon. Donc tout ça mis à bout, on sécurise un petit peu le planning, et vous l'avez remarqué, le planning qui a été réalisé est un planning extrêmement agressif et avec un résultat qui est tout à fait, qui est parfait et qui est exceptionnel. Et l'infrastructure est là donc aussi pour assurer la performance, la résilience, et aussi également une des caractéristiques de cette infrastructure Power, c'est qu'elle permet d'héberger sur une même machine des environnements ANA et non ANA. Donc, typiquement, sur une machine actuelle, vous pouvez, si vous avez un environnement SAP, commencer à faire vos bacs à sable et donc commencer à travailler sur vos projets. Vous n'êtes pas obligé d'acheter directement une nouvelle infrastructure pour démarrer un projet ANA ou S4ANA. Et au bout du compte,
l'infrastructure participe à l'économie globale et à un TCO intéressant sur un projet. Donc, en conclusion, je dirais simplement que l'infrastructure Power est là pour accompagner un projet, vous donner de la souplesse, vous garantir de la performance et vous optimiser au maximum le coût que représente l'infrastructure dans un projet global. Ok. Merci. Voilà, vite fait, Merci Alexandre. Donc, on en arrive à la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé après et depuis cette migration? Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que l'infra IBM Power, elle a été le socle qui a vraiment permis de lancer ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation des processus. Déjà, on a réglé l'ensemble des problèmes qui étaient techniques en 6 mois et on n'arrivait pas à le faire plus rapidement. De toute façon, dans tous les autres scénarios qu'on a pu étudier. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet performance chez Bastide. C'est plus de voilà, les gens ont bien entendu d'autres sujets de préoccupation. Mais là où avant tout le monde disait ah bah c'est lent, ah bah ça marche pas, ah bah voilà, ça ces sujets-là ils ont disparu. On a développé en fait des applications sous SCP, ce qui a permis en fait de mettre à Bastide vraiment le pied à l'étrier sur tout ce qui est Launchpad Fiori. Et ces développements, on sait qu'on pourra les réutiliser quand on aura migré sur S4HANA. Et on a, ce qu'on sait dans un troisième temps, c'est que la migration S4HANA, elle nous permettra en fait d'étudier dans le détail des fonctionnalités retail qu'on va pouvoir mettre en place. Et ça, c'est l'objet de ce qu'on va faire maintenant. Donc, on a vraiment fait un projet en plusieurs temps. D'abord, régler le problème de performance. Ensuite, se mettre le pied à l'étrier sur la partie Launchpad Fiori. Et maintenant, on va aborder le sujet de la migration S4HANA. Donc, juste pour vous préciser exactement ce qu'on a pu faire depuis, ce qu'il faut imaginer, c'est que chez Bastide, pour ceux qui connaissent bien SAP, il y avait le SAP-GUI en point de vente. Donc, quand vous passiez en point de vente, vous deviez créer votre fiche client avec une bonne vieille transaction XD01. On créait des commandes avec une VA01 un peu transformée, mais c'était à peu près ça. Aujourd'hui, en fait, on est passé sur une logique qu'on a mis ici juste pour représenter les tuiles, mais en fait, c'est bien le Launchpad Fiori qui est utilisé en point de vente, et avec, au-delà de l'ergonomie, un vrai temps gagné sur la prise de saisie de commande, même si en fait on travaille maintenant sur d'autres optimisations pour accélérer encore ce processus-là. Ça, c'est le premier point qui a été important, la transformation en point de vente. Le deuxième point, c'est qu'on est en train de travailler sur des évolutions pour simplifier encore la gestion en agence, entre autres la lecture des données Sésame Vital en intégrant directement dans la fiche client côté SAP. Ça, on le gère avec SCP exactement. Et donc, un ensemble d'évolutions qui permettent à Bastide de transformer complètement la gestion qui est effectuée aujourd'hui en point de vente. Et puis en parallèle, évidemment, il y a des projets qu'on ne connaissait pas en 2017 qui sont intervenus entre-temps. Comme ça se passe souvent, on va dire, dans les entreprises dynamiques et en croissance. Donc, on a été amené en fait à travailler en 2019 sur les aspects maintenance. Et là, on a développé aussi un ensemble d'applications Fiori pour gérer en fait de nouvelles fonctionnalités liées à la maintenance corrective, avec une possibilité aussi pour les clients de Bastide de se connecter pour déclarer des incidents. Et tout ça, ça a été possible via SCP. Dernier petit point, ça c'est une maquette qu'on est en train de faire en cours. On utilise dans SCP des fonctionnalités de reporting. Donc dans S4HANA, ça s'appelle les Embedded Analytics. Là, ils sont pas complètement embedded, mais par contre, on profite de toute la puissance de HANA et de l'architecture pour avoir des performances sur ce genre de report qui sont en fait du click boom maintenant, qui sont naturels pour les utilisateurs, mais qui n'étaient pas forcément pour nous au départ. Voilà, ça c'est un petit panorama des fonctionnalités qu'on a pu mettre en œuvre.
Maintenant, on a la suite à écrire, puisque vous l'avez compris, on a fait la migration ANA, on a migré l'architecture. Maintenant, il reste la partie migration S4 qui n'est pas encore faite, mais qui est la suite à écrire. Moi, j'en ai fini. On avait prévu un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas. J'espère que je vais réussir à gérer le chat correctement. Pas de questions. La question, dans les questions, en général, c'est la première la plus dure. Hein. A priori, il n'y a pas de questions. Est-ce que Stéphane, Emmanuel ou Philippe, vous voulez rajouter un petit mot? Si, il y avait une question, c'est est-ce qu'on peut télécharger la présentation? Mon Dieu, certainement oui. Certainement oui. Bon, on expliquera comment, mais on ne sait pas encore comment. Je suis meilleur dans SAP que dans les webinaires. Je pense que sur Webikeo, en fait, en faisant la recherche, la vidéo sera mise à disposition. Alors, la télécharger, la présentation, on ne parle pas de la vidéo, d'accord. Bon, on se renseigne, je pense que de toute façon, on doit pouvoir vous contacter tous, au pire, pour la diffuser par mail, à l'ancienne. C'est tout bon? Eh bien, écoutez, je vais mettre un terme à ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.